française intervient presque dans l'année Molière, puisque nous fêtons le 350e anniversaire de sa mort, survenu le 17 février 1773. Qui mieux que Martial Poirson, notre invité de ce soir, pouvait nous rappeler qui était Jean-Baptiste Poquelin, comment il est devenu une gloire nationale, à laquelle se sont ajoutées des légendes, un mythe qu'il convient de déconstruire encore aujourd'hui, et une série de scandales qui peut-être pourraient faire notre actualité, tant Molière peut apparaître aussi comme notre contemporain. À la question « Quoi de neuf ?», la réponse de Sacha Guitry était Molière. Il y a un an paraissait au Seuil l'ouvrage de Martial Poirson, Molière, La fabrique d'une gloire nationale, auquel il faudra ajouter le roman graphique Molière, du saltimbanque au favori chez Duno, avec le dessinateur Racine Maraille. Fabrique d'une gloire, dit-il, mais alors, peut-on savoir qui était le vrai Molière ? Notre invité de ce soir est professeur d'histoire culturelle à l'université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, et semble, peut-être encore plus que Molière, avoir une énergie peu commune. À ses œuvres sur le théâtre et sur les arts du spectacle, il faut ajouter de nombreux ouvrages. Alors parmi ceux-ci, je note Combattante, une histoire de la violence féminine en Occident au Seuil en 2020, avec une préface de Christiane Taubira, et bien sûr d'autres ouvrages sur les femmes pendant la Révolution, mais pas seulement. Il est également conférencier, vous verrez ses qualités tout à l'heure, directeur et participant à de nombreuses revues. Il a été commissaire de nombreuses expositions, notamment l'exposition commémorative du quadricentenaire de la naissance de Molière, de janvier à avril à Versailles. Il faut ajouter qu'il est conseiller pour le théâtre et la télévision et consultant en anthropologie culturelle. Et puis, plus près de nous géographiquement, il est membre du conseil scientifique et du conseil d'administration, que vous connaissez certainement, du Centre culturel international de Cerisy-la-Salle. Comme Molière, et en effet, il est débordant d'activités, peut-être plus encore que Molière, comme je le disais. Aussi, sans plus attendre, je vous demande d'accueillir Martial Poirson. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreuses et nombreux en cette heure magnifique où le soleil commence à décliner sur cette baie qui est une des plus belles du monde, je le dis en tout breton aussi. Donc ce soir, je vais vous parler de Molière et je dois dire que le défi est difficile parce que j'avais proposé plusieurs sujets à Charlotte. On avait parlé d'un sujet qui pourrait tourner autour de la question de la vie et l'œuvre du personnage, un autre sur sa fortune, posthume, et puis un troisième thème autour de la place de Molière dans le monde. Et Charlotte m'a dit, faisons tout ensemble en 1 heure. Vous avez 1 heure. Voilà, donc ça va être un beau challenge pour moi. Et heureusement, elle m'a rassuré tout de suite en me disant que vous étiez toutes et tous très férus de littérature et assez quand même fortement informés. Donc je vais pouvoir être un peu rapide sur certaines choses pour me concentrer sur d'autres. Et en particulier, il y a plusieurs idées qui me sont chères à travers la figure de Molière. La première, c'est que c'est peut-être le... Ah oui, pardon, vous voulez que je reste devant maintenant ? C'est le plus illustre de nos inconnus. Hein, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est partout. Il y a des centaines de rues, de lycées, de collèges, d'établissements qui portent son nom. Je pense que toutes et tous, vous avez dû avoir à l'école l'occasion de bachoter votre Molière. Et pourtant, finalement, pour l'historien que je suis, les sources sont relativement ténues. C'est un personnage sur lequel... Voilà, il revient parmi nous. C'est l'avatar numérique de Molière. On en parlera, les ombres de Molière qui reviennent régulièrement planer sur nous. Donc, c'est quand même quelqu'un qui n'a même pas pu publier ses œuvres de son vivant. Il y a une grande partie de ses pièces, plus de la moitié de ses pièces, qui ont été publiées à titre posthume. Certaines œuvres ont été jouées pendant 1 siècle et demi sous son nom et n'étaient pas de lui. Hein, c'est le cas du Don Juan. On a retrouvé la version en prose du Don Juan seulement au début du 19e siècle. Pendant 1 siècle et demi, on jouait une version en vers qui avait été versifiée par Donnaud de Visé,
un personnage un peu ambivalent, puisqu'il est à la fois l'auteur d'une des nombreuses cabales qui se sont exercées contre Molière, et également d'un éloge funèbre tout à fait ambigu, voilà, qui s'est payé le luxe de faire une version versifiée de la pièce la plus sulfureuse de Molière, celle qu'il n'a pas eu le droit de rejouer de son vivant, tellement elle avait choqué l'opinion, beaucoup plus encore peut-être que Tartuffe, dont le scandale est plus connu. Donc vous voyez, c'est quand même assez rare que celui qui est considéré comme le plus grand écrivain français, qui a même donné son nom à notre langue, en France et à l'étranger, nous parlons, je suis en train de parler sans vers, mais la langue de Molière n'ait pas pu présider à l'édition de ses œuvres. Et puis le deuxième mystère, c'est qu'il n'y a pas non plus eu, avant très récemment, de biographie de référence du personnage. Et la première biographie qui a été publiée, près de 35 ans après sa mort, celle de Grimaret, est en fait un tissu de contre-vérité, de fake news, comme on pourrait dire aujourd'hui, de fantasmes, d'illusions, qui ont été entretenus jusqu'à l'école. Moi-même, d'ailleurs, à l'école, j'ai appris que Molière, par exemple, avait vécu, dit-on, une vie de saltimbanque, une vie de bohème, dans les provinces les plus reculées de l'Empire, qu'il avait dormi à même la paille, dans les granges, bon voilà, toute cette espèce de mythe romantique, en fait, du Molière proche du peuple, du Molière saltimbanque, enfant de la balle, qui est très très loin de la vérité, puisqu'on sait aujourd'hui qu'en réalité, dès ses années de province, ça a quand même duré 11 ans, il a été reçu dans les plus grandes cours princières, et il a eu pour mécène un cousin direct du roi pendant 2 ans. Il s'est appuyé sur les plus grosses villes, les réunions des états généraux des plus grandes villes françaises, donc il a eu une stratégie en fait d'auteur et de positionnement extrêmement ambitieuse et tactique en fait. Donc voilà un premier mythe, et puis ça continue tout au long de sa vie jusqu'à sa mort, dit-on, sur scène, frappé par la grâce, en jouant un personnage de malade imaginaire. Quelle plus belle idée quand même que de dire qu'il imitait tellement à la perfection finalement le vivant qu'il a réussi à tromper la mort. Voilà, donc toutes ces idées reçues, on les a entendues, elles sont encore, j'ai pu le vérifier encore récemment dans les manuels de mes enfants, il y a encore la trace de pas mal de ces choses-là dans les livres, même si on les colporte avec un peu plus de prudence, avec un peu plus de bémol, mais en tout cas ça reste très présent dans notre imaginaire. Et là on sort enfin on sort pas d'ailleurs, on est encore en train de célébrer, mais on est dans 2 années consécutives de commémoration, les 400 ans de sa naissance l'année dernière, les 350 ans de sa mort cette année, des centaines et des centaines de publications, de séries, de produits audiovisuels, et qui toutes recyclent finalement ces mêmes stéréotypes, ces mêmes idées reçues. Donc on est voilà, dans une figure parfaitement ambivalente, et moi je vais simplement essayer de parler de 3 choses qui me sont très personnelles, en fait, qui me tiennent vraiment à cœur dans la vie de ce personnage, et qui à mon avis constitue sa singularité et une partie de l'explication de la place qu'il a aujourd'hui encore dans nos vies, dans nos cœurs et dans nos esprits. La première, c'est que, comme Shakespeare, le grand rival anglais, il a le privilège d'être à la fois comédien, metteur en scène, même si le mot n'existe pas à l'époque, un anachronisme qu'on peut assumer, organisateur des grandes fêtes royales, c'est quand même quelqu'un qui a été capable d'organiser à la cour de Versailles, en présence du roi, des fêtes qui duraient parfois jusqu'à 8 jours, avec des mélanges de festivités diverses dont il était le grand organisateur, et puis donc l'écrivain également que l'on connaît. Et donc en tant qu'écrivain, il ne cesse jamais d'être un homme de scène, au point qu'on peut considérer que la singularité peut-être de son écriture est d'être une écriture de plateau. C'est un terme qu'on utilise beaucoup pour les écrivains de théâtre aujourd'hui, des gens comme Joël Pomera, des gens comme la plupart des grands metteurs en scène écrivains aujourd'hui, qui finalement disent, voilà, moi j'écris à partir des improvisations de mes comédiens, à partir du travail du plateau, à partir de la distribution, et finalement la pièce n'est que le résultat de cette aventure collective. Et bien Molière, c'est déjà ça en fait, et on sait que la plupart de ces personnages ont été inventés en fonction des capacités physiques, vocaliques, psychiques, d'interprétation en fait des comédiens qu'il avait à sa disposition. Il écrivait des rôles, si on peut dire, sur mesure. Et c'est pour ça que ça marche aussi bien. Et c'est pour ça qu'il y a un sens de la scène, il y a un sens du public qui fait qu'aujourd'hui encore, tous les plus grands comédiens et comédiennes vous disent, voilà, le grand défi, le grand morceau de bravoure, c'est de jouer du Molière. Et tant qu'on n'a pas réussi à jouer Molière à la perfection, on n'est pas vraiment un acteur. Il y a même Fabrice Lucchini qui dit finalement,
on met 40 ans quasiment à comprendre le silence chez Molière. Non pas simplement le texte, mais même le silence est composé et étudié et destiné à produire un effet qui, 4 siècles plus tard, continue à être actif. Et donc ça, c'est un des paradoxes intéressants pour l'historien, c'est que à la fois cette œuvre, elle est très située dans son temps, elle est même très personnelle, hein, puisqu'il écrit pour des femmes qu'il a aimées, pour des comédiens qu'il a formés, comme le jeune baron, pour des comédiens qui l'ont accompagné, comme Lagrange, pendant une grande partie de sa vie. Donc on a une œuvre qui est très incarnée, et en même temps qui résiste au temps, parce que finalement ce sens du plateau, ce sens de la scène, cette intelligence de la relation avec le public est quand même relativement unique en son genre. Donc ça, c'est voilà, la première chose que j'aimerais dire ce soir sur Molière, parmi les nombreuses choses que vous savez, mais en tout cas cette dimension très située en fait d'une écriture qui est en plus extrêmement habile à se déployer dans différents espaces, puisque l'autre problème de Molière, c'est que pendant la grande période la plus active de sa vie, les 15 dernières années de sa vie, l'époque où il écrit quasiment 3 pièces par an, hein, c'est quand même une production considérable, plus de 31 pièces en à peine 15 ans, enfin entre 2 et 3 pièces par an, eh bien, il est à la fois l'organisateur des divertissements royaux à la cour, donc dans un théâtre qui est celui des fastes de la monarchie, avec des moyens techniques considérables, avec quelques-uns des plus grands machinistes, des plus grands décorateurs, des plus grands scénographes de son temps, dans des espaces qui sont majestueux. Et puis il est en même temps le directeur d'un théâtre de ville qui se produit à Paris, et où il doit bien souvent recréer, reprendre les mêmes pièces. C'est un petit peu comme aujourd'hui les comédiens qui vont créer une pièce dans la cour d'honneur du Festival d'Avignon et puis ensuite devoir la faire rentrer dans la cage de scène d'un petit théâtre de ville, dans n'importe quelle ville de province. Donc on a cette capacité à prévoir à la fois des très grandes formes, mais en même temps qui puissent se jouer aussi d'une façon beaucoup plus sobre, sans les ornements, comme on disait à l'époque, sans les effets spéciaux, sans la magnificence de la cour, et toucher finalement un autre endroit du public. Donc ça, c'est aussi une singularité, et c'est aussi ce qui fait de lui un homme de théâtre, un homme de scène et un homme de spectacle finalement tout à fait exceptionnel. Donc ça, voilà, c'est la première dimension que je voulais évoquer avec vous, cette dimension d'écrivain de plateau, cette capacité technique, cette humanité également finalement dans l'écriture de ses rôles, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque, hein, les comédiens sont beaucoup moins dociles qu'aujourd'hui. Une comédienne peut très bien venir voir le metteur en scène en lui disant « écoutez, là franchement, c'est pas possible, le rôle n'est pas taillé pour moi, il ne me permet pas de donner toute ma mesure ». Et jusqu'à la fin du 19e siècle, c'est très intéressant de voir les correspondances entre les écrivains de théâtre et les comédiennes qui se plaignent systématiquement de ne pas avoir des rôles suffisamment fastueux qui permettent de les mettre en valeur. Donc Molière est quotidiennement, en tant que chef de troupe, un chef de troupe aimé, respecté, depuis ses comédiens jusqu'à ses machinistes. Hein, on raconte qu'il avait un très grand souci du personnel et que, alors ça c'est aussi peut-être une légende, mais peu de temps avant sa mort, le jour de sa mort, au moment où il était quand même très malade, atteint d'une fluxion de poitrine, où tout aurait dû lui permettre de renoncer à aller jouer, il aurait raconté qu'il allait jouer quand même, parce que sinon 50 gagistes n'allaient pas être payés. Donc un sens social, si vous voulez, qui fait que voilà, on va mettre sa vie littéralement en danger, hein, puisque c'est le jour de sa mort, par respect pour ceux qui effectivement sont payés uniquement si le rideau se lève et tiennent donc leur subsistance uniquement de la capacité du comédien à venir jouer. Donc un chef de troupe respecté, quelqu'un qui va composer avec les susceptibilités de ses comédiens et de ses comédiennes, avec les rivalités également internes de la troupe. Hein. Ça c'est la même chose aujourd'hui finalement. Comédiens qui se disputent pour savoir qui aura le plus grand rôle, avec quand même, à l'époque, je dois dire, un élément un peu pacificateur, c'est ce qu'on appelait le système des emplois. Donc dans une troupe de théâtre au XVIIe siècle, et c'est le cas de la troupe de Molière, on rentre pour jouer une catégorie de rôles, ce qu'on appelle des emplois, hein, c'est-à-dire un certain type de personnage. Ça peut être la jeune première, ça peut être l'amoureux, ça peut être le père de famille, ça peut être la servante, enfin voilà, on a toute une sorte de typologie des personnages, et en fait, une fois que vous rentrez dans la troupe pour jouer ce type de personnage, vous allez le jouer pendant toute votre carrière. C'est ce qui a permis à Montfleury, un des grands rivaux de Molière, de jouer les jeunes premiers jusqu'à presque 80 ans, au point que, dit-on, quand il jouait la fameuse scène de Rodrigue dans le slip,
voilà, le genou fléchi, en train de faire sa déclaration, eh bien, il y a deux machinistes qui devaient sortir des coulisses pour venir l'aider à se relever, parce que ses rhumatismes, en fait, ne lui permettaient plus de se relever par ses propres moyens. Mais ça ne choquait personne, en fait, puisqu'à l'époque, on n'est pas du tout dans une vision vériste, hein, c'est-à-dire qu'on ne demande pas aux comédiens, de ressembler aux personnages. On est dans une pure convention de jeu, et ce qui compte quand on va voir Montfleury jouant les jeunes premiers, c'est cette voix extraordinaire que la France entière avait appris à aimer, c'est cette capacité technique, cette façon de se mouvoir, et c'est pas du tout finalement l'apparence physique ou la biographie ou l'histoire de son corps. Donc voilà, ça c'est un élément peut-être un petit peu qui va pondérer ce que je viens de dire et montrer que c'est peut-être moins difficile que ça n'en a l'air de gérer une troupe de théâtre, mais quand même, Molière, toute sa vie, doit faire face à ses rivalités, ses susceptibilités, ses heurts. On sait que le jeune baron qu'il est allé recueillir et repérer alors qu'il jouait à 12 ans dans une troupe d'enfants, qu'il a accueilli au sein de la troupe, qui est devenu une sorte de fils spirituel pour lui, a quitté en fait brutalement cette même troupe pour des raisons qui sont restées mystérieuses, probablement liées à des questions de mœurs, mais voilà, et donc tout à coup Molière se retrouve sans un des principaux personnages comédien de sa troupe, qui reviendra, qui sera même là au moment de sa mort, enfin voilà, on a comme ça toute cette vie théâtrale, et le théâtre de Molière finalement est imprégné, imbibé littéralement de ces éléments-là. Le deuxième point significatif, et ça va aussi beaucoup nous interroger, c'est une question que me posent souvent mes étudiants, c'est le rapport au pouvoir. Comment est-ce qu'on peut être à la fois le favori du roi, l'auteur le plus reconnu et le comédien le plus reconnu de son temps, et en même temps l'inventeur probablement de la comédie moderne, de la comédie satirique, celui qui va se moquer d'à peu près tous les types sociaux de son temps, et en particulier de l'institution qui est en relation directe avec le pouvoir et l'autorité du roi, c'est-à-dire l'Église. À l'époque, je vous rappelle quand même qu'on est au début de ce qu'on a appelé la monarchie absolue de droit divin. Donc l'Église catholique, attention, donne toute son autorité au roi, considéré comme une sorte de représentant de Dieu sur terre, et au père de famille, par extension, qui est considéré comme le représentant du roi, qui lui-même est le représentant de Dieu dans sa famille. On a une structure comme ça, pyramidale, en fait, où Dieu donne son autorité au père de famille. Et Molière, donc, est à la fois celui qui va être introduit en cours, à la fois comme comédien, mais aussi par sa charge. Il a hérité de son père une charge de valet tapissier de la chambre du roi. Ça veut dire que 4 mois par an, il vient au petit lever du roi, c'est vraiment le privilège suprême, les plus grands de ce monde se battent pour pouvoir assister au petit lever du roi, dans la première chambre, qui ensuite va être mis en scène dans le grand lever, autorisé à d'autres courtisans. Donc il participe, en fait, par cette fonction honorifique, d'une certaine façon, il est témoin de la vie intime du roi, il a la capacité de lui adresser la parole dans un espace qui n'est pas un espace privé, puisque aucune des dimensions de la vie de Louis XIV n'est privée. Il a mis en spectacle sa vie dans toutes ses dimensions, mais en tout cas dans un moment qui est un moment de privauté, un moment de proximité. On sait que Louis XIV, au moment de la mort de Molière, est encore un jeune roi. Ce n'est pas forcément l'image qu'on a gardée de lui, puisque à la mort de Molière en 1673, il y a encore quasiment près de 50 ans de règne. Louis XIV mourra en 1715. On sait qu'autour des années 85-90, il y a un virage dévot, il y a une sorte de durcissement du pouvoir, mais à l'époque de Molière, en fait, le roi Louis XIV, c'est un jeune roi qui en fait a accédé au trône à l'âge de 5 ans, qui est un grand danseur, un grand chasseur, un grand amoureux des femmes, un grand poète également, et donc il y a une connivence entretenue entre les deux hommes qui dépasse en fait le cadre du protocole. On sait que, probablement d'ailleurs, Louis XIV considérait que le théâtre de Molière était une façon de dire tout haut ce que lui, par sa fonction, ne pouvait pas dire sur l'amour en dehors du mariage, sur la pénibilité finalement de devoir se prêter à la règle du mariage arrangé. Même les rois devaient faire acte de contrition et accepter les épouses qui leur étaient données par stratégie politique et enjeux géopolitiques. Et donc finalement le théâtre de Molière était comme ça une espèce de parole entendue à l'intérieur de la cour et qui traduisait finalement d'une certaine façon la sensibilité du roi que lui-même ne pouvait pas exposer à l'intérieur du protocole. Donc on a comme ça cette relation de connivence, de proximité, de respect. Et puis on a aussi ce qu'on a appelé la politique de la grandeur, c'est-à-dire que Molière est un agent de communication
à la solde de Louis XIV. Ça s'appelle le mécénat princier. C'est un système qui existait évidemment avant le grand siècle, mais qui a été systématisé et qui a pris une ambition sans précédent au grand siècle, avec ce qu'on a appelé la politique de rayonnement culturel de la France. Le roi Louis XIV comprend que ce n'est pas par la guerre qu'on accède à l'éternité, mais par les arts et la culture. Et d'ailleurs, on est en train de lui donner raison, puisque je ne vous parle pas de ses nombreuses batailles. C'est un des rois qui a été le plus longtemps et le plus souvent en guerre, mais ce qui reste de lui, c'est Versailles, c'est le théâtre, c'est les pièces de Lully et de Molière, et ça, c'est aussi déjà un outil d'ambassade à l'époque et de gouvernement. Je vais quand même, je ne peux pas résister au plaisir de vous citer quelques phrases de Louis XIV lui-même adressées au dauphin, la fameuse lettre au dauphin, où il donne des conseils de gouvernement à celui qui va lui succéder, qui ne sera pas du tout celui qu'il avait imaginé vu sa longévité, mais peu importe, le conseil reste. Et donc on vient de lui reprocher de dépenser trop d'argent pour ses spectacles, donc, notamment les fameuses comédies fastueuses de Molière et Lully. Et il répond « Cette société de plaisir qui donne aux personnes de la cour une honnête familiarité avec nous, les touche et les charme plus qu'on ne peut dire. » C'est Louis XIV qui parle. Le peuple, d'un autre côté, se plaisait au spectacle, et tous nos sujets, en général, sont ravis de voir que nous aimons ce qu'ils aiment ou en quoi ils réussissent le mieux. Par là, nous tenons leur esprit et leur cœur. Et à l'égard des étrangers, ce qui se consume en ces dépenses qui peuvent passer pour superflu, fait sur eux une impression très avantageuse de magnificence, de puissance, de richesse et de grandeur. Donc vous voyez qu'il y a quand même une grande conscience de la part de Louis XIV de la façon dont les arts et la culture peuvent servir comme outil de gouvernement, séduire les cœurs et les esprits, pas besoin du 49.3, on peut gouverner par les arts et faire une petite pièce de circonstance qui permet de mettre tout le monde de son côté. Ça crée aussi, comme il le dit lui-même, une proximité. Le roi et le public communient dans les mêmes émotions, donc finalement partagent une commune humanité, et vis-à-vis des étrangers, ça permet effectivement d'être aussi un outil d'ambassade, outil de gouvernement et outil d'ambassade. Et Molière participe activement à ça, même si, dès le début de cette alliance entre un roi qui veut briller par les arts et un artiste qui veut donner la pleine mesure de son art, il y a une institution très importante qui s'appelle la Petite Académie, donc c'est la petite sœur de l'Académie française, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une agence de communication, ça coûte beaucoup d'argent à l'État aujourd'hui aussi, et donc c'est des gens qui pour la plupart viennent de l'Académie française, mais aussi des ministres, Colbert, etc., tous les plus grands représentants du régime, et qui décident en fait des artistes qui doivent être pensionnés d'État, auxquels on doit donner donc une somme d'argent permanente pour pouvoir exercer leur art. Comme un peu, ça serait l'équivalent aujourd'hui d'un statut de fonctionnaire. Donc on va les payer quelle que soit leur activité. C'est un énorme avantage pour l'artiste, puisque ça lui permet d'échapper à quoi? À la nécessité de devoir répondre à des commandes, de rentrer dans le marché finalement, qui est un marché très concurrentiel à l'époque, qui a une rivalité très très forte sur le plan économique entre les principales troupes de théâtre à Paris. Donc avoir une pension royale, être reconnu comme troupe royale, c'est vraiment un énorme avantage. Et donc cette petite académie en 61 va dire que voilà, Molière est un excellent auteur comique, mais qu'il faut se méfier de sa bouffonnerie. Donc on peut comprendre de deux façons en fait cette phrase, soit voilà, il peut participer activement à cette politique de prestige. Certains historiens parlent de propagande. Moi je ne suis pas très favorable à ce terme, on n'est pas dans de la propagande, puisque justement ce qui est très puissant dans ce système, c'est que l'artiste est totalement libre. Le règne de Louis XIV, c'est un des règnes qui ont le moins eu recours à la censure. Pourquoi? Parce que si on gratifie un artiste, il ne va pas mordre la main qui vous nourrit. Il n'y a pas besoin de lui dire ce qu'il a à faire. Il saura très bien, compte tenu de son intérêt direct, les limites qu'il ne doit pas dépasser, jusqu'où il peut aller dans l'irrévérence. Et Molière maniait à la perfection ce talent. Je vous donne un exemple, donc, voilà, il est gratifié par cette petite académie, donc d'une pension très importante, 2000 livres, c'est une somme d'argent considérable, et donc il est censé, Corneille a été d'ailleurs gratifié le même jour par la même académie, alors lui c'est carrément le plus grand auteur tragique, il a fait un grand discours vibrant, d'éloge au roi, de remerciements, etc. Donc Molière va faire la même chose, et Molière va répondre par une petite pièce de théâtre. En fait, Molière n'a jamais fait que du théâtre, y compris dans l'ordre protocolaire. On peut encore la lire aujourd'hui, mais en fait on ne la lit pas parce que ça s'appelle le remerciement au roi.
donc c'est pas très vendeur. Et en fait, c'est une pièce de théâtre. C'est donc Molière qui se réveille le matin, qui doit aller faire son compliment au roi pour remercier donc, de l'obtention de cette somme d'argent, et qui en fait va s'adresser à sa muse, va lui déléguer cette autorité en disant voilà, bah, écoute, moi j'ai pas vraiment envie d'y aller, tu y vas à ma place, je vais te donner quelques consignes. Donc la pièce c'est ça, c'est les consignes que Molière donne à sa muse pour aller flatter le roi. Et en même temps, donc, c'est un discours complètement à double entente, puisque, en substance, il lui conseille de ne pas trop en faire, en disant, voilà, les rois n'aiment pas trop non plus qu'on leur passe la brosse à reluire, bon, c'est beaucoup mieux dit que moi, évidemment, mais pas Molière qu'il veut, on peut travailler toute sa vie sur lui et pas atteindre son talent, c'est désespérant. Voilà, et donc, évidemment, c'est une critique en creux des courtisans, c'est une critique en creux de tous ces auteurs qui se sont prêtés au jeu de l'allégeance, et c'est aussi une façon de dire, vous voyez, moi, en fait, j'ai une telle relation avec le roi, que je peux me permettre de prendre mes distances par rapport à cet exercice imposé de l'éloge au roi, tout en restant finalement dans la faveur. Et ça, c'est vraiment tout le génie de Molière, c'est vraiment le deuxième point qui me fascine dans son œuvre, c'est d'être à la fois capable de s'appuyer sur la plus haute protection. On sait que s'il n'avait pas eu la position qui était la sienne au moment de la querelle du Tartuffe, il n'aurait pas pu survivre en fait artistiquement à la cavale des dévots, 1664, on est au mois de mai 64 à Versailles, qui n'est pas le Versailles qu'on connaît aujourd'hui, c'est le début en fait du projet pharaonique du château actuel. On a mis en place des scènes improvisées dans le jardin. Molière a organisé 8 jours de festivités totales. On a des banquets, on a des feux d'artifice, on a des parades, on a des balles masqués, etc. Et le dernier jour, quand tout le monde est épuisé, il annonce une nouvelle pièce, le Tartuffe. Et là, c'est le drame. Donc on voit bien l'intelligence politique de Molière. Il n'aurait pas pu créer cette même pièce dans son théâtre à la ville. Il aurait tout de suite été frappé d'interdiction. Mais là, il se place symboliquement sous l'autorité de Louis XIV, qui ne peut pas ne pas avoir validé la programmation de cette pièce, évidemment. On est dans un protocole qui ne tolère pas du tout la moindre approximation. Donc il montre au monde entier que c'est sous la commande de Louis XIV qu'il a pu monter cette pièce. Malgré tout, la cabale dépasse largement ce qu'il avait pu imaginer lui-même. Il y a une pression de l'Église catholique sur le roi Louis XIV qui lui rappelle gentiment que c'est grâce à elle qu'il a cette autorité absolue et que donc il doit faire interdire la pièce. Et Louis XIV, en fait, va faire interdire la pièce publiquement, mais continuer à la faire représenter en privé. On sait que quelques jours après cette première cabale, la pièce est rejouée devant la famille royale et quelques très hauts dignitaires. Tout le monde le sait, c'est pas du tout un secret. Voilà, c'est une façon de dire, très bien, je me prête à ma fonction royale, je plie devant l'exigence de l'Église, mais en même temps, je continue à faire ce que je veux, et je le fais savoir, et je ne désavouerai pas mon artiste. Et 1 an plus tard, il accepte d'être le parrain du fils de Louis XIV, du fils de Molière, ce qui est aussi une façon de dire, voilà, il conservera toujours ma grâce, même si la pièce va mettre ensuite 5 ans à pouvoir être jouée sous une forme notablement modifiée. Donc vous voyez la subtilité en fait des relations et également la complémentarité entre un roi qui à la fois va briller par ce théâtre fastueux. Molière a quand même inventé avec Lully un genre pour plaire à son roi, c'est la comédie-ballet. La comédie-ballet, c'est une pure invention du théâtre de cour. C'est d'ailleurs une invention géniale, je vais en parler dans un instant, ça sera le troisième point un peu remarquable de ce théâtre, mais voilà, c'est vraiment un cadeau qui est fait par Molière à son roi, et ça n'aurait pas pu être joué dans d'autres conditions que celles de la cour. Et à l'inverse, donc, un roi qui va continuer à appuyer de toute son autorité pour permettre à un artiste qui critique à peu près tous les fondements de la société d'Ancien Régime de pouvoir exercer son art sans compromission. Puisqu'on sait qu'après la querelle de Tartuffe en 1664, 1 an plus tard, Molière récidive avec une provocation encore plus grande, le Don Juan. Donc pour Tartuffe, il est accusé d'hostilité à l'Église, mais pour Don Juan, il est carrément attaqué pour athéisme. En fait, là, c'est Dieu lui-même auquel il s'en prend, une pièce considérée comme un blasphème, et on a un certain nombre d'hommes d'église qui demandent de brûler Molière, qui vont prêcher en église pour dire il faut brûler Molière. Molière, c'est Satan, en fait, c'est le diable lui-même. Donc là encore, une pièce qui ne pourra pas être rejouée, mais néanmoins, Molière ne s'arrête pas là, puisqu'à partir de 65, il y a un nouveau type de personnage qui apparaît dans son théâtre, très célèbre jusqu'à aujourd'hui, et on ne comprend pas très bien d'ailleurs pourquoi il y a un tel acharnement sur le médecin. Et bien la réponse, elle est dans Don Juan lui-même.
À un moment, Sganarelle dit à Don Juan, mais vous êtes donc aussi impie en matière de médecine qu'en matière de religion. Voilà, donc on a la clé en fait, ça veut dire qu'il va continuer sa critique de l'homme d'église, mais à partir cette fois-ci du personnage du médecin, qui en fait ressemble beaucoup à l'homme d'église, il s'habille en noir, il parle un latin de pacotille, il abuse de son autorité pour imposer des prescriptions qui sont des prescriptions de vie, il a un pouvoir de vie et de mort spirituel ou réel sur les gens. Voilà, en fait, tout le monde à l'époque comprend très bien que les 7 pièces consacrées à la satire de la médecine par Molière, en fait, c'est des pièces consacrées à la satire de l'Église. La critique continue, tout le monde le sait, et ça se fait à ciel ouvert. Et la plus grande critique de la religion, donc indirectement, c'est sa dernière pièce, c'est Le Malade imaginaire, où il va littéralement rentrer en rivalité avec la métaphysique elle-même, en fait. Hein. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Voilà, un deuxième point, en fait, qui, à mon avis, mérite le respect qu'on a aujourd'hui pour Molière, et puis peut-être la place qu'il a dans notre littérature, et aussi, d'ailleurs, c'est une discussion que j'ai souvent avec des artistes contemporains, enfin actuels, qui disent, voilà, le rapport à la tutelle, c'est compliqué. En France, hein, quand même, le rapport entre l'État et le théâtre, il est unique au monde, en fait. Hein. C'est un rapport Enfin, la commande d'État, elle est vraiment prédominante dans les politiques culturelles. Le théâtre a toujours été l'art le plus proche en fait des cercles du pouvoir. C'est peut-être en train de changer en ce moment, on pourra en discuter, mais en tout cas, il y a cette connivence et ce soutien, cette subvention en fait permanente qui est accordée aux artistes. Et beaucoup d'artistes aujourd'hui se disent, mais jusqu'où va notre liberté? Et beaucoup d'étrangers d'ailleurs arrivent en France en disant, c'est incroyable qu'en France, on mette autant d'argent dans une activité culturelle qui est aussi critique à l'égard de la société française. Ça fascine beaucoup, moi j'ai beaucoup de collègues étrangers qui sont fascinés par ce qu'on peut dire et faire au théâtre, essentiellement avec de l'argent public. Donc cette question, à mon avis, c'est voilà, un lointain héritage aussi de cette relation très complexe, très ambiguë, qui a été créée par notre plus grand homme de théâtre avec le pouvoir politique. Et le troisième point, que je voulais aborder aussi, que je voulais souligner plutôt auprès de vous ce soir, c'est cette fameuse comédie-ballet. Alors en quoi est-ce que là, on a aussi, de la part de Molière, une géniale invention? Souvent, on considère que Molière est l'inventeur de la comédie moderne, certes, c'est vrai. Pourquoi de la comédie moderne? Parce que c'est le premier à avoir eu l'idée de convoquer sur scène des personnages qui existent vraiment dans la vie. Souvent, quand vous voyez dans les films, toute allusion à des personnages ayant réellement existé serait purement fortuite. Molière, c'est le contraire, il fait le contraire. Et en fait, tout personnage que vous voyez sur le théâtre est, de près ou de loin, inspiré par des types humains que j'ai pu observer dans la société de mon temps. Le surnom que lui donne Donat-Visé, c'est le peintre des mœurs, le peintre de son temps, cette métaphore en fait du peintre. C'est-à-dire celui qui va écrire à partir du réel, d'après nature. Et son autre nom, c'est le contemplateur. Et il est souvent représenté à l'époque en situation d'observation. Il y a même un autre mythe célèbre qui raconte que quand il a passé plusieurs années à Pézenas, en résidence dans les États du sud du Languedoc, il allait tous les jours chez le barbier se faire raser la barbe, et puis c'est là donc qu'il a vu passer dans la bonne société de Pézenas à peu près tous les personnages qu'on retrouvera dans ses comédies. En tout cas, voilà, il y a cette dimension réaliste, encore un anachronisme, le courant réaliste, il arrivera 2 siècles plus tard dans la littérature, mais quand, par exemple, Balzac fait la comédie humaine, dans l'avant-propos de la comédie humaine, il dit en fait, le boulot a déjà été fait, le théâtre du monde, c'est Molière qui l'a inventé, tous les types humains sont dans le théâtre de Molière, moi je ne vais faire qu'une chose, c'est traduire du point de vue romanesque cet univers qui en fait est celui de la vie même de nos contemporains. Donc il y a un hommage quand même rendu par l'un de ceux qu'on considère comme les inventeurs du réalisme à ce fameux Molière. Donc ça, c'est effectivement une caractéristique de son théâtre. Mais la caractéristique la plus singulière, et qui en fait renvoie à des pièces pour certaines qu'on lit moins, qu'on joue moins, ou qu'on a joué aussi pendant très longtemps sans leurs ornements, c'est la comédie-ballet. Molière, sur 31 pièces, c'est 9 comédies-ballet. Un tiers de son œuvre, c'est des pièces en musique. Et là aussi, il y a un côté assez génial, c'est que le théâtre en musique, ça existait bien avant lui, évidemment. Simplement, la musique était purement ornementale. C'était des intermèdes qui permettaient finalement à la fois de régler des problèmes techniques, comme le fait de renouveler les chandelles, et aussi donc
de permettre de faire une sorte de sas, de respiration pour le spectateur. Chez Molière, c'est pas du tout ça. Chez Molière, la musique, elle a une fonction dans l'intrigue, en fait. Elle fait rebondir l'intrigue, c'est la continuation de la même histoire. Il y a une cohérence entre la musique, la danse, le récitatif, le dialogue. Tout est lié de façon organique. Ce qu'il appelait lui-même coudre ensemble, une métaphore très concrète, hein, coudre ensemble la partition et le dialogue, de façon à les rendre indissociables. Et c'est ça qui est vraiment incroyable, et qui en fait l'inventeur, quand même, aussi, de ce qui sera, un demi-siècle plus tard, l'opéra. L'opéra, enfin, en tout cas, quand c'est bien fait, c'est aussi ça. Il n'y a pas d'intermède, en fait. Tout est lié de façon organique, et même, dans l'opéra, ce qui va être nouveau, c'est que les parties chantées vont envahir, finalement, à peu près toute la pièce. Il n'y aura plus de... enfin, en tout cas, le dialogue devient marginal. Mais chez Molière, on est déjà dans ce travail-là. Et ça sollicite donc les talents des plus grands artistes de son temps. Hein, il est allé chercher d'immenses machinistes italiens pour faire un théâtre à effets spéciaux. Il est allé, évidemment, il a travaillé avec deux des plus grands musiciens de son temps. Voilà, il va chercher des talents pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui des œuvres hybrides. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en train d'inventer des formes hybrides, que voilà, on peut faire du théâtre en musique. On est en train de réapprendre, là, un des grands débats dans les écoles de musique, c'est est-ce qu'il faut recréer une classe de chant parce que les comédiens ne savent plus chanter, et que de nouveau, on a des œuvres qui mêlent le chant et le texte, mais pendant très longtemps, tout ça a été découplé. Chez Molière, et qu'on peut penser que la troupe de Molière sont des jeunes gens d'un immense talent qui savent absolument tout faire. Madeleine Béjart, qui écrit, hein, par ailleurs, je me rappelle aussi, elle est aussi bien danseuse que chanteuse, que comédienne. Voilà, elle a des capacités plastiques et vocaliques qui sont tout à fait exceptionnelles et auxquelles Molière va donner toute leur plénitude. Alors, pourquoi la comédie-ballet, hein, et pourquoi est-ce que c'est lié à la cour? Parce que l'idée, c'est justement de faire du théâtre, non pas simplement un divertissement, non pas simplement quelque chose qui est agréable et qui permet d'instruire par le plaisir, comme disait Molière lui-même, mais aussi un élément de sidération. Les gens qui assistaient aux comédies-ballets, dans tous leurs ornements, en fait, hein, tels qu'elles avaient été inventées, étaient littéralement saisis, en fait, par la grâce, subjugués. Il fallait créer un choc émotionnel tellement intense qu'ensuite on sortait en tant que spectateur en se disant « Bon, mais il n'y a vraiment que le plus grand roi du monde pour pouvoir nous donner des plaisirs aussi raffinés. » Le plus grand roi du monde, c'est une expression qui est née à l'époque pour qualifier Louis XIV. Et le grand siècle, c'est ça. Voilà, donc cette comédie-ballet, c'est vraiment l'invention d'un genre destiné à faire un choc émotionnel extrêmement intense, à mobiliser tous les sens du spectateur à la fois, ou presque, parce qu'il y a aussi des odeurs au théâtre, ça c'est quelque chose qui s'est perdu aujourd'hui, évidemment. La façon dont on joue ce théâtre aujourd'hui n'a rien à voir avec la façon dont il était joué à l'époque. Et une comédie-ballet, si on la joue entièrement, c'est 6 heures. Donc c'est en plus, voilà, il y a une dimension presque de marathon, si vous voulez, de marathon théâtral. En tout cas, ça occupe un temps de vie qui est bien supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Et ça s'est perdu. Pourquoi? Parce qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle, on a commencé à trouver que justement ce théâtre de cour était un peu trop emblématique de l'époque, au nid des rois. Et donc on a supprimé les ornements, on a supprimé les divertissements, on a supprimé les intermèdes, on a supprimé les prologues et les épilogues, on a réduit ces pièces à simplement la partie narrative, donc le cœur de l'histoire. C'est vrai du Malade imaginaire, c'est vrai du Bourgeois gentilhomme, c'est vrai de Georges Dandin, de plusieurs des plus grandes pièces de Molière. Alors effectivement, on peut les jouer comme ça reste cohérent, l'histoire elle se déroule, mais on perd en fait une grande partie de la signification, on perd une grande partie de l'émotion, et on perd la plupart de l'expérience que ça constituait. On ne comprend plus du tout d'ailleurs pourquoi ça a créé un tel choc, et pourquoi on parlait des pièces de Molière dans toute l'Europe, et jusque chez le tsar de Russie. Donc voilà une troisième caractéristique importante. Et il a été celui, alors bon, ça c'est bien beau de dire ça, mais après ça veut dire qu'il faut inventer une langue qui puisse suivre la musique. Et il faut inventer une musique qui puisse s'adapter à la langue. Et donc on a une dextérité dans la langue de Molière qui reste très moderne. Ça c'est une autre chose assez significative qu'on peut constater avec nos étudiants. C'est devenu difficile de lire du Corneille, même si c'est très beau, hein, mais je veux dire, il y a un obstacle de la langue. C'est assez difficile aussi de lire du Racine. La langue de Molière, on a l'impression que c'est notre langue en fait. Elle n'a pas vieilli. Pourtant c'est la même époque. Pourquoi? Parce que justement elle est située
dans cette démarche que j'essayais de vous expliquer. Alors voilà, donc un petit peu les trois choses qui font que Molière m'est cher et que je pense que la réputation qu'il a acquis de nos jours n'est pas tout à fait désurpée. Et maintenant, j'aimerais vous parler, oui, on est dans les temps, c'est parfait, de la suite de l'histoire, c'est-à-dire Molière après Molière. En fait, cette année, les 350 ans de sa mort. Donc, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors, une chose significative, en 1673, donc Molière meurt brutalement d'une fluxion de poitrine, comme 10 000 Parisiens à la même époque. Donc, on sait aujourd'hui que voilà, le docteur Pasteur n'était pas encore passé par là. Donc, une infection pulmonaire pouvait vous tuer en 3 jours. Aucun mystère là-dessus, même si évidemment beaucoup d'encre a coulé sur les circonstances de la mort de Molière. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à sa mort, on a un concert d'éloges unanime. Je crois qu'aucun auteur, aucun artiste français n'a été aussi célébré. C'est-à-dire que vraiment tout le milieu littéraire, tout le milieu politique, de façon unanime, va pleurer Molière. On est presque dans un deuil national. On est dans un moment de communion absolument intense, qui fait de Molière d'ailleurs probablement la première vedette du théâtre français. Et le sujet des oraisons funèbres, des éloges, bon, il y a toutes sortes d'exercices imposés à l'époque pour célébrer les morts, eh bien c'est de dire en fait c'est pas simplement Molière qu'on enterre, c'est le théâtre français dans son ensemble. Le plus significatif c'est La Fontaine, qui va faire une épitaphe de 4 lignes en disant Sigy, non pas seulement Molière, mais Plaute et Terence, donc tout l'héritage antique, et le théâtre lui-même, qui probablement ne pourra jamais renaître de ses cendres. Et la plupart des auteurs, alors ça c'est vrai des auteurs, c'est vrai aussi des comédiens, la plupart des auteurs qui lui succèdent, pendant presque 50 ans, jusqu'à Marivaux en gros, vont s'excuser de continuer à écrire du théâtre. C'est très marrant parce qu'on peut lire toutes ces préfaces aujourd'hui. La plus connue, c'est celle du Négligent de Dufresne. Et il y a une scène où un poète qui dit voilà, bon, qu'est-ce qu'on. Auquel on reproche d'être un peu moliériste, et il dit bah oui, mais je suis moliériste parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Si on n'écrit pas comme Molière, on nous dit que c'est pas aussi bon, et si on écrit comme Molière, on nous dit qu'on est un plagiaire. Donc en fait, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus écrire. Il n'y a plus d'écriture dramatique après Molière. Et pour les comédiens, c'est pareil, il y a des petites pièces de circonstances qui apparaissent dès l'année de sa mort, avec un personnage nouveau dans le théâtre français qui s'appelle l'ombre de Molière. Il y a des dizaines et des dizaines d'ombres de Molière qui interviennent dans les pièces et qui deviennent en fait des censeurs ou des agents artistiques qui viennent en fait corriger les comédiens en disant non, mais attention, c'est pas du tout comme ça qu'il faut dire ce vers. Molière ne disait pas ça comme ça. Les comédiens de Molière ne faisaient pas ça comme ça. Donc il faut revenir à cette tradition. Et donc l'ombre de Molière, c'est vraiment celle qui distribuait les bons et les mauvais points à l'intérieur des troupes de théâtre, qui se disaient toutes en fait héritières de ce Molière, la plus célèbre évidemment, qui existe encore aujourd'hui. Le plus vieux théâtre du monde occidental encore en activité, c'est la Comédie Française, qui a même réussi le tour de force de faire croire qu'elle était la maison de Molière, alors qu'elle a été créée 7 ans après sa mort. Et aujourd'hui encore, on dit la maison de Molière. Et aujourd'hui encore, Molière est célébré comme le saint patron dans cette maison. Donc vous voyez cette relation de filiation, d'allégeance, de dépendance qui ne s'est jamais vraiment arrêtée, puisque une des choses qui m'ont beaucoup frappé pendant ces 2 années de commémoration, où à peu près tous les comédiens de France ont été interrogés sur leur rapport à Molière, c'est qu'en fait ils disent des choses assez proches de ce qu'on pouvait lire au début du XVIIIe siècle, ou même à la fin du XVIIe siècle, sur ce rapport vraiment organique, charnel, intime et en même temps extrêmement intimidant à Molière. Il y a même un des plus célèbres comédiens, c'est Dulin, qui disait voilà, on peut jouer 70 ans là-bas, on ne sera jamais juste en fait. Voilà, on n'y arrivera jamais. Ou Jouvet aussi, qui disait finalement Molière était le seul à ignorer son génie, et puis maintenant, depuis qu'on le sait, c'est un peu. Lui, il a même traumatisé des générations entières d'élèves du conservatoire supérieur en disant voilà, vous ne pourrez jamais jouer Alceste. On ne peut pas jouer Alceste. Il y a même une pièce qui a été créée très drôle l'année dernière sur ce sujet. Donc vous voyez quand même la chape de plomb et l'effet que ça a produit. Et cette chose-là est restée au gré de toutes les appropriations politiques. Et l'autre aspect intéressant de la postérité, c'est qu'au-delà donc des comédiens, au-delà des auteurs, il y a une autre communauté humaine qui s'est appropriée Molière, sans exception, sauf une, c'est les hommes politiques. Molière a été récupéré par tous les régimes politiques depuis sa mort. Alors,
Le seul qui s'y est opposé, c'est Napoléon. On a une note manuscrite de Napoléon en marge d'une édition de Molière qu'il a annotée lui-même de sa main et qu'on a retrouvée à Sainte-Hélène, où il dit si j'avais été Louis XIV, j'aurais jamais autorisé ni la publication ni la représentation des comédies de Molière, trop dangereux pour l'ordre public. Trop dangereux pour l'ordre public. Et on sait que Napoléon Ier détestait la comédie et qu'il était au contraire un très grand amoureux de la tragédie. Donc voilà, c'est le seul, mais sinon, tous les régimes se le sont réappropriés. Une des formes les plus significatives, c'est au début du XIXe siècle, où on invente un autre mythe dont on a beaucoup entendu parler ces 2 dernières années, c'est le mythe du déjeuner à la table du roi, qui a été l'objet de plusieurs grands tableaux. Si vous regardez sur Internet, vous allez trouver des magnifiques tableaux où on voit Molière et Louis XIV, seul à seul, à table, en train de manger, très précisément, une cuisse de poulet. Méfiez-vous des contrefaçons. Alors cette histoire-là, elle est née dans les mémoires de la femme de chambre de Marie-Antoinette, Mademoiselle Campan, qui en fait raconte les heures fastes du règne de Louis XIV et qui, pendant un petit texte de 2 pages, en fait, explique que Louis XIV avait été refusé à l'office, un peu malmené par les domestiques de Louis XIV, que Louis XIV en avait eu vent et que donc, pour un petit peu les punir, il aurait convié l'artiste à sa table et il lui aurait servi lui-même une cuisse de poulet. Donc ça, c'est une entorse majeure au protocole, puisque un roi, à l'époque, mange soit seul, soit avec la famille de sang royal. Les règles existent depuis plusieurs siècles, et on sait que si une telle entorse avait été commise, toutes les gazettes du moment, tous les journaux en auraient parlé, puisque tous les événements de la vie de Molière sont racontés dans les journaux. Donc ça, ça aurait été quand même un scandale majeur. Donc on sait que c'est faux. Et pourquoi ça s'invente à la fin du XVIIIe siècle, après la Révolution française, par la femme de chambre de Marie-Antoinette? Parce qu'il faut redorer le blason de la monarchie qui vient d'être déchu. On a quand même coupé la tête des rois. Et donc on veut réconcilier le peuple français avec sa monarchie en véhiculant l'idée de rois magnanimes, de rois capables justement de sortir de leur rôle pour pouvoir honorer des artistes, de rois donc proches du peuple, proches de notre humanité. Et ça va être donc tout le projet de la Restauration, avec donc la dynastie d'Orléans qui va arriver au pouvoir. On va utiliser Molière pour ça. Autre exemple très intéressant, au moment où Louis-Philippe, toujours dans cette même idée de redorer le blason de la monarchie, ou plutôt de le dédorer d'ailleurs, pour le rendre plus proche du peuple, de créer une communion affective entre le peuple et son roi. Donc il va faire un acte très fort en disant voilà, le château de Versailles, c'est le symbole de l'arbitraire, des fastes d'antan, on ne peut plus accepter ça. Donc je rends le château de Versailles au peuple et j'en fais le monument historique de toutes les gloires françaises, ce qui est encore écrit au fronton. Donc un musée. C'est un acte très fort, ça se passe en 1837, et dans la soirée d'inauguration de ce qui est devenu le musée du château de Versailles, eh bien, on joue le misanthrope dans une mise en scène fastueuse, où pour la première fois, les costumes sont des costumes d'époque. C'est-à-dire qu'avant, on jouait Molière dans les costumes du temps. Donc on n'a rien inventé aujourd'hui quand on joue Molière en jean. En fait, il y a encore des gens qui s'en offusquent, mais en fait, on a fait ça pendant des siècles. On jouait avec les habits du moment, en fait. Et là, tout à coup, on a Louis-Philippe qui se dit non, mais il faut donner plus de faste à la chose. Il faut revenir en arrière, faire un grand flashback, rappeler les splendeurs du temps passé, et donc on va jouer dans les costumes du temps de Molière. Et pour être sûr que les costumes seraient suffisamment magnifiques, eh ben, il paye sur ses propres deniers, donc ses fonds propres en fait, c'est-à-dire ce qui est normalement utilisé pour son propre protocole, le meilleur costumier du temps, Paul Lormier, qui est le costumier de l'opéra, et qui va faire des costumes, il en reste un exemplaire d'ailleurs, absolument sublime, pour justement frapper l'opinion. Et tous les intellectuels d'Europe vont raconter cette histoire-là, y compris les plus anti-monarchistes, les plus républicains. Hugo était là, Lamartine était là, il y a quelques-uns des très grands auteurs qui ont raconté à quel point Molière avait illuminé ce passage symbolique du Palais des Rois au Monument National. Donc vous voyez un peu l'utilisation politique. Et le troisième moment, celui dont on est encore largement héritier, c'est la Troisième République. Et là, on a quand même quelque chose d'assez fabuleux, c'est que au
au début de la Troisième République, en particulier dans les années 1880, au moment des lois Jules Ferry sur l'école obligatoire pour tous. On essaye de penser l'éducation de masse du peuple, et on va chercher dans le passé des grands auteurs pour pouvoir constituer le bréviaire laïque et républicain. Et on va prendre pour la plupart des auteurs qui sont des gens intimement liés à la cour de Louis XIV, en particulier Molière et La Fontaine, deux des artistes les plus directement, je dirais, compromis du point de vue de la Troisième République dans l'histoire de la monarchie. Sauf qu'on va changer leur signification. On va consacrer le sacre républicain de Molière en insistant sur sa dimension anticléricale, alors qu'en réalité c'est un sujet qui reste un sujet de débat. Dans l'œuvre de Molière, les choses sont beaucoup plus subtiles que ça, mais tout à coup ça devient le pourfendeur de l'Église. On invente aussi ce grand récit de Molière persécuté par l'Église jusqu'à sa mort et après sa mort, avec cette idée qu'on a encore vu réapparaître ces 2 dernières années d'une Église qui aurait refusé un enterrement en terre chrétienne à Molière, qui aurait donc été jetée dans le carré des indigents, à même la fosse commune, avec les prostituées, les vagabonds, les bandits de franchemin, etc. Voilà, c'est un récit qu'on a colporté pendant longtemps, pour accentuer, pour noircir le tableau, et pour accentuer l'idée vraiment du caractère irréconciliable entre le théâtre de Molière et l'Église. Donc tout ça s'invente dans les années 1880, à travers une vision de Molière comme, et je vais vous donner quelques citations édifiantes, comme le représentant en fait de l'esprit français. C'est là que va apparaître cette idée que Molière, c'est la France, Molière, c'est l'esprit français. Et je rappelle que dans les lois Jules Ferry, évidemment, ça porte à la fois sur l'école dans l'Hexagone, mais également dans les territoires coloniaux. Il y a un grand discours de Jules Ferry devant les parlementaires qui dit voilà, il faut projeter la civilisation française dans le monde, civiliser les indigènes, et Molière fait partie de ce projet-là. Molière qui, alors là je vais vous citer donc Ferdinand Brunetière, qui est un des grands théoriciens de la pédagogie de la Troisième République, et qui dit dans un ouvrage assez célèbre que Molière possède les, je cite, qualités les plus intérieures de l'âme nationale. Il est le symbole de la race gauloise. La race gauloise, donc, c'est déjà Astérix et Obélix, c'est cet esprit rebelle. Donc là, Molière, c'est intéressant, devient tout à coup un rebelle, un révolté, un latin, un gaulois, pardon, quelqu'un qui va être dans un rapport de critique exacerbée à toute la société de son temps, un indocile, un insoumis, un indomptable, etc., etc. Vous voyez comment s'invente un récit, en fait, qui va correspondre à la nécessité politique, tout à coup, de sauver ces auteurs de la monarchie, d'absoudre finalement le lien qu'ils avaient avec le pouvoir, et d'inventer une interprétation qui va ensuite se généraliser dans tous les manuels scolaires jusqu'à nos jours, presque, puisqu'on retrouve exactement cette idée. Et donc Molière devient le fer de lance d'une forme d'humanisme moderne, d'amour de l'humanité, de fraternité universelle, et il est même l'objet à la même époque d'un véritable culte. Je vais vous donner une autre cinéaste. Il y a Théophile Gautier qui fait un texte pour se moquer un petit peu de ceux qu'on appelle à l'époque, à la même époque, les moliéristes. Les moliéristes, c'est en fait une société savante avec des tas de gens de la société civile, des gens très différents. Par exemple, qui a retrouvé l'extrait de baptême de Molière? C'est un commissaire de police, un commissaire de police à la retraite, qui a fait une enquête de police assez compliquée pour finalement aller retrouver la preuve de la naissance de Molière, sur laquelle on n'avait pas de date précise avant son arrivée. Donc voilà, vous avez aussi bien un commissaire de police à la retraite, vous avez le premier bibliothécaire de la Comédie Française, qui est devenu donc la bibliothèque musée de la Comédie Française, donc le premier archiviste qui va inventorier toutes les archives de Molière, qui travaille sur un projet du musée Molière, vous avez l'administrateur de la Comédie Française, des tas de gens, et puis à la fois des gens qui sont dans le milieu culturel, et d'autres pas du tout, et qui sont décrits par Théophile Gautier comme une secte proche de celle d'une secte hindoue, en fait. Donc il y a toute une satire comme ça qui dit, voilà, et ces gens font tourner les tables, on a l'impression qu'ils parlent à Molière, ils sont dans un rapport spirituel de dévotion absolue et de communion qui est en fait très proche de la religion. Donc le paradoxe de cette époque, c'est qu'à la fois, on a ce sacre républicain de Molière,
qui devient donc le bréviaire laïque, anticlérical, qui permet d'asseoir la séparation de l'Église et de l'État, et en même temps donc un culte civique, en fait, un véritable culte civique qu'on retrouve dans les statues, qu'on retrouve dans la plupart des monuments qui sont faits à cette époque-là, et qui traduit en fait une vision complètement mystique de Molière, qui parfois même est d'ailleurs décrit comme une figure christique. Je vais essayer de vous retrouver cette citation, oui, voilà, cette citation savoureuse. Donc on a dans un journal, pourtant, hein, vous n'allez pas pouvoir m'accuser de recherche de sources partiales, là je vous cite « Le journal des marchandes de mode, revue spéciale des chapeaux, bonnets, coiffures et lingerie élégantes ». Donc ça va, c'est pas très politique. Hein. Et pourtant, donc, dans ce journal, on peut lire, à propos de la date du 15 janvier, qui est donc devenue la date où on célèbre la naissance de Molière, 15 janvier, le Noël du monde littéraire. Peuple, réjouis-toi. En ce temps-là, une étoile brillante dut s'arrêter sur la pauvre maison du pilier des Halles, donc là où est Molière. C'était celle de Molière, notre grande gloire nationale. Bon, vous voyez, donc l'étoile qui brille au-dessus du berceau, hein, c'est évidemment le Christ. Donc voilà, il y a une association qui est assez paradoxale par rapport à tout ce que je viens de vous dire, entre Molière et une figure christique qui traduit donc ce culte en fait civique et républicain qui lui est voué. Et donc, ce que je trouve intéressant aussi, c'est, là je vous ai parlé de choses très franco-françaises, hein, finalement, on a l'impression que c'est la France qui se regarde le nombril en célébrant de façon autoproclamée ses grands héros, mais ce qui est très troublant et qui est encore une autre raison qui m'attache beaucoup à Molière, et une des choses que j'ai essayé de porter pendant ces années de commémoration, je voulais vraiment pas que cette année de commémoration devienne justement la célébration de l'excellence française autoproclamée, et donc je suis allé voir ce qui se passait dans le monde, et ce qui s'était passé aussi dans le monde depuis le début du XXe siècle, au moment justement où Molière part dans la besace des instituteurs républicains dans les territoires colonisés et devient vraiment un élément fort de ce projet de civilisation sur lequel aujourd'hui on a une réflexion qui est devenue critique. Eh bien on se rend compte en fait que Molière il a aussi accompagné les guerres d'émancipation. Je vais vous donner deux exemples. On est en Indochine dans les années 1920 et on a un type assez important qui s'appelle Claude Bourin. Claude Bourin, c'est un administrateur colonial, un type très sérieux, mais qui a été formé au théâtre, qui a un amour assez sincère pour le théâtre, et donc il part en Indochine pour administrer la concession française, avec le projet de jouer du Molière, pour les expatriés au départ. En disant on va relever un peu le niveau, puisque à l'époque, c'est un petit peu comme aujourd'hui, les expatriés s'ennuient, encore peut-être plus qu'aujourd'hui, parce que c'est un moment en plus où ils ne peuvent plus circuler vraiment librement, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent de la comédie boulevard, ils vont passer leur soirée à aller voir du théâtre de divertissement. Et Claude Bourin dit, bon, il faut relever le niveau de ces expatriés, qui ont plutôt en plus souvent un haut niveau d'éducation, qui sont des enseignants, des fonctionnaires, des gens éduqués, et bon voilà, on peut leur proposer donc le chef-d'œuvre de la culture française. Et il arrive là-bas, c'est un flop complet, en fait ça n'intéresse pas du tout les expatriés qui veulent voir des comédies de boulevard qui racontent des histoires d'adultère, mais par contre, en fait, il y a là de jeunes étudiants, ce qu'on appelle à l'époque les anamites, qui apprennent le français, qui viennent assister à ces représentations et qui vont en fait s'approprier ce répertoire. Et Claude Bourin raconte qu'il est très étonné de voir que dans toutes les communautés des étudiants francophones et francophiles, on se met à s'emparer de ce répertoire qui va être très vite traduit dans ce qui est en train de, ce qui deviendra en fait le vietnamien, c'est-à-dire une langue qui a été inventée pour favoriser l'assimilation de la langue par le personnel colonial, mais qui va devenir ensuite la langue nationale. Et la même année qu'on traduit Molière, on a aussi la première pièce en langage autochtone qui deviendra en fait la première œuvre du patrimoine national de ce qui est devenu le Vietnam aujourd'hui. Et donc le traducteur de Molière, dans cette langue, il dit, voilà, en fait, grâce à Molière, on a pris conscience de la force du théâtre et de la culture et de sa capacité en fait à fédérer notre identité. Donc en s'appropriant ce patrimoine qui en fait est importé par d'autres, en particulier par le colonisateur, hein, par celui qui nous impose sa domination par la force, on prend conscience de nos ressources et de la nécessité de mettre en œuvre un théâtre national. Vous voyez, ça c'est assez intéressant, Molière comme vecteur, d'une certaine façon, de la prise de conscience de la nécessité de se démarquer, de se séparer
de cette culture imposée, de ce projet de civilisation importé par la force, et donc d'inventer un théâtre qui d'ailleurs ressemble beaucoup au théâtre de Molière, puisque c'est alors justement dans ces années-là en France, on ne joue pas du tout les comédies-ballets, ou alors on les joue, comme je vous disais tout à l'heure, en les réduisant à leur plus simple expression, et là-bas au contraire elles vont être jouées avec faste, parce que dans le théâtre extra-occidental, le lien entre musique, danse, récit, images visuelles, parades, etc., il existe en fait. Donc c'est un théâtre qui ressemble beaucoup à une certaine tradition des spectacles extra-occidentaux. Donc c'est pas un hasard, et c'est pas un hasard si les deux premières pièces de Molière qui sont traduites, c'est Le Bourgeois Gentilhomme, la pièce la plus ornée, où la musique est la plus dingue en fait, et Le Malade Imaginaire, qui est aussi une pièce dont la musique est particulièrement inventive. Donc voilà un premier exemple. Et puis le deuxième exemple, plus proche encore de nous, c'est l'Afrique du Nord. Et là, en Afrique du Nord, il se passe quelque chose d'assez intéressant, puisque les intellectuels qui ont participé donc, au conflit pour l'indépendance sont aussi ceux qui ont considéré que Molière devait rester après le conflit de décolonisation. Je vais vous donner un seul exemple, c'est Tayeb Sadeghi. Tayeb Sadeghi, c'est un immense metteur en scène, auteur et comédien marocain, qui en 1956 va être assistant de Jean Vilar à Avignon. Il va passer 2 ans à Avignon avec la troupe du Théâtre National Populaire. On connaît l'amour absolu de Jean Vilar pour Molière. Il a joué des centaines de fois l'Avare, il a joué des centaines de fois Don Juan. Molière a été vraiment un des auteurs cultes du Festival d'Avignon et du Théâtre National Populaire. Et donc, Tayeb Sadeghi repart au Maroc avec l'idée de créer la première troupe de théâtre marocain professionnel sur le modèle du théâtre de Jean Vilar. Et il va passer ensuite 60 ans de sa vie à traduire Molière en arabe, à écrire des pièces librement adaptées de Molière, et donc à aller jouer Molière jusque dans les campagnes les plus reculées du Haut-Atlas, avec toujours le même succès, une ferveur inégalée. Et il nous dit, voilà, Molière, en fait, c'est celui qui nous sauvera, en fait. C'est celui qui nous a été imposé, mais c'est aussi celui qu'on doit garder parce qu'il participe à notre culture. Je vais essayer de vous retrouver une citation qui est assez émouvante. Il dit la chose suivante: un seul auteur étranger prend place dans ses recherches. Alors oui, ça c'est intéressant parce que c'est en 1973, au moment donc des 300 ans, des célébrations des 300 ans de la mort de Molière. Donc il fait ce texte. Un seul auteur étranger prend place dans ses recherches, donc il parle des hommages de 73. Cet auteur, c'est encore Molière. Je viens de dire étranger. C'est un terme qui me choque un peu pour Molière, car nous, à ses colères, qui me choque un peu, car Molière, comme nous, a ses colères généreuses, car il a tout donné pour l'amour de l'humanité. Ce Molière-là nous appartient aussi. Donc c'est intéressant, hein, on est vraiment dans une analyse qui fait écho à celle d'un autre intellectuel, cette fois-ci algérien, le frère de Kateb Yassine, Mustapha Kateb, qui dit la chose suivante, c'est un peu plus politique encore, dans un article publié dans El Watan, il dit pour le peuple algérien, Molière n'est pas un étranger, donc c'est cette même idée. Hein. Il n'a rien à voir avec la puissance colonialiste. Il nous enseigne que le premier ennemi, c'est l'ennemi intérieur, le seigneur et le féodal. On ne peut intégrer un peuple, mais le peuple algérien a intégré Molière. Donc ça rejoint l'idée de son frère, hein, la langue française c'est notre butin de guerre, c'est ce qu'on va garder après le départ des colonisateurs. Donc vous voyez quand même cet auteur qui arrive dans beaucoup de régions du monde par la colonisation, qui participe dans beaucoup de régions à l'amorce d'un processus de décolonisation et qui va ensuite survivre à cette décolonisation et rester finalement aujourd'hui, hein, en Algérie, c'est quasiment le seul auteur français qui continue à être joué, et souvent dans la langue de Molière, même si évidemment toute son œuvre a été également traduite. Donc ça nous fait réfléchir en fait, et c'est aussi une singularité probablement de Molière, d'être à la fois l'auteur français le plus célébré par la France elle-même, mais également reconnu mondialement, puisque Molière aujourd'hui c'est l'auteur français le plus joué, le plus traduit, et le plus souvent publié dans le monde. C'est vraiment encore notre ambassadeur.
Voilà, donc ça me... On est bien, voilà encore une raison qui me le rend cher, et peut-être pour finir, et comme ça on aura un petit peu de temps pour discuter, je voudrais vous citer une phrase de Jean Vilar, enfin c'est plutôt un discours de Jean Vilar, qui en 1966 va faire une grande tournée pour son Navarre, tournée en 2 mois dans 13 pays d'Afrique, bon, avec tout un projet de développement des échanges artistiques et culturels. Et donc, au moment de son arrivée sur le territoire africain, il fait un grand discours où il évoque, devant tous les dignitaires en fait, qui ont choisi de programmer cette pièce, la fraternité du rire. Alors, je vous le cite, c'est une citation qui est un peu longue, mais assez émouvante. Pour nous, c'est tout autant un honneur et un plaisir de représenter à nos amis africains l'Avare, chef-d'œuvre de notre pays, témoin du meilleur de notre civilisation. Donc il assume cette dimension, évidemment, d'outil d'ambassade. Qui plus est, ce chef-d'œuvre est aussi un chef-d'œuvre du rire. Représentée pour la première fois il y a 3 siècles, cette comédie est aussi fraîche qu'au premier jour. De toutes les œuvres anciennes et modernes que j'ai portées à la scène, celle-ci devrait largement satisfaire, me semble-t-il, réjouir et enseigner toutes et tous, quel que soit le rang et le savoir. C'est à la lettre une œuvre populaire. Ça, c'est un autre aspect important que je n'ai pas pu développer, cette idée d'un auteur par et pour le peuple. Je continue ma citation. Cette troupe de comédiennes, de comédiens et de techniciens français qui jouent ce soir devant vous, je ne doute pas qu'ils vous satisfassent, servant à la fois l'un des plus purs génies de l'humanité et la permanence des bons rapports entre vous et nous, notre pays et le vôtre. En jouant ce soir devant vous, mes camarades illustres, la plus grande des causes, celle de l'amitié et du rire commun. Voilà, je pense que c'est la meilleure conclusion possible, hein, cette idée d'un auteur qui est à la fois donc un outil de prestige et d'ambassade, un outil de gouvernement, on l'a vu, mais également la possibilité d'une réconciliation entre des peuples que des siècles de colonisation active ont séparés. Et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que cette expression de la langue de Molière est à la fois utilisée en France et reconnue également par l'étranger. Voilà, je vous remercie de votre attention et on peut maintenant discuter. En attendant le micro, je vais commencer. Pourquoi a-t-on eu besoin de créer un Molière itinérant, un Molière qui dormait dans la paille? Est-ce que c'était important, cette mythologie, au XVIIe et aujourd'hui, puisqu'elle perd du gros? Oui, alors merci, c'est une excellente question et on peut même d'ailleurs la généraliser à la plupart des grands mythes concernant la vie de Molière, mais celui-là est particulièrement beau. Pourquoi? Parce qu'il véhicule l'idée d'un artiste bohème. Donc cette idée de l'artiste bohème, en fait, elle est née assez tardivement. Elle est née au XIXe siècle avec les écrivains romantiques. Là, on est en train de complètement changer de conception de ce que c'est qu'un auteur. On n'est plus du tout dans cette idée de l'artiste pensionné d'État, du grand commis d'État, du porte-parole, etc. On est au contraire dans une vision beaucoup plus rebelle, subversive. On n'est plus non plus dans cette idée que l'auteur, c'est simplement le porte-parole de la civilisation de son temps, qui était vraiment l'idée de Molière, mais au contraire l'expression d'une subjectivité rebelle, etc. Donc cette vision romantique, en fait, elle va se caler sur Molière pour essayer de le tirer du côté de ce grand récit qui est effectivement extrêmement galvanisateur et dont l'une des meilleures illustrations est peut-être le film d'Ariane Mouchkine. Voilà, on vient de restaurer, magnifique restauration, et franchement, mais j'en parlais même encore la semaine dernière avec Philippe Cobert, qui joue Molière, et qui m'a confessé en fait avoir redécouvert ce film et avoir eu lui-même un choc en fait en voyant l'audace et l'intelligence et le caractère fondateur que ce film a eu. Lui-même a eu ensuite des rapports compliqués avec le Théâtre du Soleil à München, et il disait voilà, finalement, ça c'est. Enfin, je comprends, enfin, c'est l'œuvre de ma vie en fait. 50 ans plus tard, alors qu'il a fait beaucoup d'autres choses, qui continue à jouer des grands rôles, et c'est l'œuvre de ma vie. Et donc, cet imaginaire romantique, en fait, il a permis de développer un aspect que je n'ai pas du tout évoqué dans la conférence, donc merci beaucoup. C'est l'idée justement de l'artiste proche du peuple, dont on a eu besoin justement à partir du 19e siècle, à partir de ce moment où, ça je vous l'ai dit, les rois essayent de tirer Molière du côté de cette vision du fils du peuple, proche de la monarchie, et que donc ça permet aussi de montrer une image de la monarchie proche du peuple. Ça c'était le projet donc, de Louis-Philippe. Et plus largement, tout le projet du théâtre politique du début du XXe siècle
Jacques Copeau va reprendre cet imaginaire du poète itinérant, puisque lui-même va fonder une société de comédiens itinérants qui vont traverser la Bourgogne pendant des années. Donc, en fait, il y a une sorte de projection fantasmatique sur Molière de l'évolution de l'image que les artistes se font d'eux-mêmes. Et chez Ariane Mnouchkine, c'est pareil. Là, elle a justement dans cette édition du DVD avec la version restaurée, elle a accordé un entretien où elle dit voilà, en fait, moi, ce qui m'intéressait à travers Molière, c'était de raconter la vie de ma troupe, qui était à ses débuts. C'était les débuts du Théâtre du Soleil. On est en 1978. Ils ont fait quelques spectacles. Ils ont commencé à investir la cartoucherie. Ils ont commencé à construire eux-mêmes avec leurs mains un théâtre. Ils ont commencé à fonder une troupe sur les principes qui étaient ceux de la troupe de Molière. Ça, c'est aussi un autre aspect à mettre à son actif. Molière, c'est une troupe où tous les comédiens sont payés de la même façon, y compris les femmes. Parce que voilà, ça c'est rare à l'époque. Donc tout le monde touche par égal. Ce qui a été aussi le principe fondateur du Théâtre du Soleil, où là c'était même étendu à tout le personnel, en fait, hein, du technicien au comédien, tout le monde au même salaire. Donc en fait, ça raconte cette possible réconciliation entre celui qu'on considère comme le représentant de la culture française et l'idée d'une émanation du peuple. Et puis cette idée des années de province, ça permet aussi d'expliquer pourquoi, et ça c'est vrai, c'est une vraie énigme, pourquoi est-ce que dans Molière, il y a vraiment des personnages de paysans qui parlent vraiment le langage des paysans. Dans Georges Dandin, on a du patois picard, qui est du vrai patois picard de l'époque. À une époque où les paysans, dans les œuvres de cour, en particulier dans la littérature galante, en fait, ils viennent des bergers et des bergères du modèle antique, en fait. C'est des personnages purement conventionnels qui sont là, batifolés dans les herbes. Lui, tout à coup, il convoque un vrai paysan qui parle le langage des paysans. Pareil, dans Le Médecin malgré lui, il y a cette rudesse, voilà. Donc une connaissance, en fait, du monde en dehors du cercle de la cour et du cercle de Paris, qui est sans commune mesure en son temps. Et donc on explique ça par ce qu'on imagine être les veillées paysannes, Molière, voilà, partageant des soupers dans les villages, etc. Bon, c'est faux, mais en même temps, probablement, effectivement, de cette longue carrière provinciale, il a quand même développé une certaine connaissance de tous les milieux. On a tous les milieux dans le théâtre de Molière. Je disais tout à l'heure, c'est la comédie humaine avant la comédie humaine. On a vraiment toutes les conditions. Voilà, donc il y a en fait dans le mythe une façon aussi d'expliquer certaines singularités inexplicables de son théâtre. Parce que quelques années plus tard, quand Perrault fait ces fameux contes dont il raconte qu'ils lui ont été dictés par voilà, une paysanne dans une veillée au coin du feu, c'est un pur fantasme. Hein. Perrault, on sait qu'il n'a jamais quitté Paris en fait. Donc voilà, bon, La Fontaine, on raconte qu'il était maître des eaux et forêts, mais en fait c'est une charge honorifique qu'il n'a pas vraiment occupé, donc c'est pareil, il ne s'est pas promené au milieu du monde paysan. Molière, bon, probablement, effectivement, a eu cette expérience directe, en fait, avec... en tout cas, voilà, le parler picard, ça ne s'invente pas, hein, si on ne le connaît pas. Et donc, voilà, c'est un élément de réponse. Et sur cet aspect, il y a un autre mythe qui est très beau, que j'aime beaucoup, c'est le mythe de la servante Laforêt, qui est donc l'idée selon laquelle Molière, en fait, récitait ses œuvres à sa servante, le soir à la chandelle, avant de les proposer à ses comédiens et à son public. Donc là, c'est très beau cette idée, parce que c'est l'idée que le peuple, c'est pas simplement la source d'inspiration, et c'est aussi le destinataire de ce théâtre. En fait, il adresse son premier agent artistique, si en termes d'aujourd'hui, ça serait sa servante. Alors qu'en fait, là, c'est pareil. La servante Laforêt, elle est mentionnée une fois dans son inventaire après décès. Bon, on ne sait absolument pas, on ne sait rien d'elle à part son nom qu'on a retrouvé, qui n'est pas Laforêt. Et elle a inspiré une quarantaine d'œuvres, des peintures, des pièces de théâtre, des tas de fictions, en fait, jusqu'à aujourd'hui, pour créditer cette idée d'un écrivain qui parle au peuple, en fait, et qu'on retrouve vraiment dans tout le théâtre militant des années 60, quand on fait ces relectures marxistes de Molière, en disant Molière c'est la lutte des classes, Georges Dandin, Molière c'est le féminisme, l'école des femmes, voilà, donc ça permet aussi de nourrir toute cette relecture, bon, anachronique évidemment, comme toute lecture, mais qui va se fonder sur cette idée de proximité avec le peuple. Donc vous voyez, c'est intéressant, parce qu'à la fois on dit qu'il mange avec son roi, et qu'en même temps il récite ses œuvres à sa servante. C'est puissant quand même comme contraste. D'autres questions? Ah bah on a un micro, c'est bien. Oui, on a l'impression, enfin, après
supposer que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est-à-dire qu'il était admiré, mais j'aimerais savoir, d'après vous, quels étaient ses rapports avec le lit, dont on sait que c'était une teigne, paraît-il, d'une part, et d'une manière générale, en dehors peut-être des hommes d'église, avait-il des ennemis, y compris dans son entourage, j'allais dire, professionnel? Ah oui, absolument. Alors oui, tout à fait. Bah, comme c'est toute l'ambivalence de la vedette, hein, évidemment. La détestation est proportionnelle à la dévotion. Et donc, en dehors effectivement du personnel de l'Église, qui va quand même très loin, hein, l'accuser d'être un diable, recommander de brûler son œuvre, l'autodafé, ça va quand même très loin à l'époque. Mais il y avait, enfin, les autres grands concurrents, c'est la troupe de l'Hôtel de Bourgogne. Et là, il y a toute cette affaire de l'impromptu de Versailles. Donc l'impromptu de Versailles, voilà encore une invention géniale de Molière. Molière qui fait son autoportrait par pièce de théâtre interposée dans une œuvre où il se montre en fait en train d'arriver au milieu de ses comédiens, de distribuer les rôles et les personnages et de dire qu'il va essayer de répondre à une commande impossible du roi qui va arriver. Et ça, c'est joué devant le roi. Donc là encore, vous voyez l'esprit de connivence de Molière qui dit à son public, le roi m'a demandé un truc infaisable, il ne se rend vraiment pas compte, mais comme j'ai une troupe géniale, on va le faire quand même. Voilà, donc le roi est là, il se marre. Et donc ça, c'est une réponse en fait à... sur cette pièce, c'est aussi, enfin c'est plein de choses. C'est à la fois donc un autoportrait, c'est aussi un manifeste, puisque c'est la pièce où il va dire pourquoi est-ce qu'on joue le théâtre comme on prêche à la chaire ou au barreau, pourquoi est-ce qu'on a une gestuelle figée, pourquoi est-ce qu'on est complètement guindé et pontifiant. Il faut jouer le théâtre comme dans la vie en fait. Et c'est ça qu'il appelle le jeu naturel. C'est l'invention du jeu naturel en disant je joue un personnage comme il serait dans la vraie vie. Alors qu'à l'époque, on est dans des postures très stéréotypées. Quand vous parlez de la transcendance, vous mettez le doigt en l'air, comme ça on voit bien que c'est Dieu. Quand vous parlez de choses à caractère sexuel, vous mettez le doigt comme ça pour montrer que c'est voilà, les bas instincts, etc. Tout est hyper codé, en fait, tous les gestes sont hyper codés. Molière dit, mais il n'y a pas besoin de surexpliciter. Si on fait une blague à caractère sexuel, ben on la comprend d'elle-même, il n'y a pas besoin d'ajouter un geste, etc. Et donc ça, c'est une attaque, c'est une réponse, en fait, aux comédiens de l'Hôtel de Bourgogne, les grands tragédiens, Montfleury, dont je parlais tout à l'heure, et il va dans la pièce jusqu'à se moquer du phrasé de ses comédiens, en montrant à ses comédiens, lui, comment il ne faut pas jouer. Donc c'est vraiment une satire très violente contre le jeu tragique des comédiens de l'Hôtel de Bourgogne, qui vont se venger à travers un autre texte beaucoup moins connu, c'est l'impromptu de l'Hôtel de Condé, mais c'est quand même un texte très important, puisque c'est à l'origine d'un autre mythe que beaucoup de gens continuent à croire, c'est Molière, mauvais tragédien. Molière, donc, il a fait de la comédie parce qu'il n'avait pas le choix, il n'avait rien compris à la tragédie, et il ne savait ni la jouer, ni l'écrire. Ça, c'est Montfleury qui dit ça. Vous voyez, un ennemi quand même assez... plutôt que de dire Molière, c'est l'inventeur, enfin, c'est celui qui va donner sa dignité à un genre qui était considéré comme vraiment en bas de l'échelle des genres, on dit, ben non, en fait, il a fait ça par défaut, parce qu'en fait, il n'était pas capable de s'élever à la hauteur des grands genres. Donc voilà, les comédiens de l'Hôtel de Bourgogne, ça sera des adversaires très importants, et ils vont aller très très loin, puisque, outre cette querelle, qui reste une querelle artistique, hein, qu'on peut entendre, le même Montfleury va aller porter une lettre à la cour pour dénoncer Molière en l'accusant d'adultère à l'égard de sa fille Armande, de celle qu'il considère comme sa fille Armande Béjart. Hein, vous savez que Molière a d'abord eu une relation amoureuse avec Madeleine Béjart, ça a été à l'occasion de la création de sa première troupe, toute une grande aventure, les années de province. Et puis ensuite, il s'est marié avec la fille de Madeleine, donc Armande Béjart, qui est devenue Madame Molière, et avec laquelle il a vécu jusqu'à sa mort. Et au moment du mariage, donc, Montfleury va porter une requête à la cour en l'accusant d'inceste. Et l'inceste, en fait, à l'époque, c'est comme aujourd'hui, hein, c'est quelque chose qui est passible même d'une peine qui peut aller jusqu'à une peine capitale. C'est même probablement beaucoup plus dur que la réglementation actuelle. Donc vraiment, en fait, il veut le mettre hors jeu artistique. Et en réalité, on peut tout à fait démentir cette chose-là, en disant que certes, il a eu une vie amoureuse avec la mère et la fille, mais qu'il n'a jamais exercé d'autorité parentale sur Armande Béjart, puisqu'à l'époque, les jeunes enfants, en fait, étaient placés en nourrice en province, et en fait revenaient dans l'activité professionnelle de leurs parents une fois qu'ils avaient l'âge adulte. Donc Molière n'a jamais été le beau-père d'Armande Béjart avant de devenir son mari. Voilà, donc vous voyez quand même comme ça peut aller loin. On est vraiment dans une pure diffamation et une attaque sur sa vie privée. Et il y a une réplique d'ailleurs dans la critique de l'école des femmes qui répond à ça, où Molière dit
écoutez, vous pouvez m'attaquer sur mon œuvre, vous pouvez m'attaquer sur mon art, enfin mon activité de comédien, sur toutes les dimensions de ma vie publique, mais laissez-moi ma vie privée. Ça, c'est une réponse directe à cette accusation d'inceste, et qui est très très solennelle dans la pièce. C'est un moment vraiment d'intensité dramatique totale, et il invente une chose très moderne qui est la préservation de la vie privée des stars. Sujet qui reste très actuel. Voilà, en réponse donc à ça. Après, sur Lully, on a quand même beaucoup brodé en fait sur cette brouille. Ils ont quand même écrit 7 pièces majeures ensemble. Et ce qui s'est passé à la fin de la vie de Molière, c'est que Lully, en fait, pour des raisons purement stratégiques, qui en fait n'avaient rien à voir avec Molière, a voulu obtenir un monopole sur la musique. Donc pour pouvoir mettre la main sur l'opéra royal. Et donc il fallait éliminer Molière, puisque ces fameuses pièces comédie-ballet qui étaient moitié musique, moitié texte, en fait elles leur appartenaient à tous les deux. Donc de fait, en fait, cette stratégie de Lully, qui était une stratégie de carrière personnelle, opportuniste, a nui à Molière. Mais en fait, Molière était tellement proche du roi qu'il est allé immédiatement négocier une exception pour ses œuvres. Donc il a pu continuer à jouer ses œuvres. Ça n'a eu aucune conséquence sur sa vie à lui. Mais ensuite, on a glosé sur la haine, la rivalité entre les deux hommes. Je pense qu'on ne peut pas faire des pièces aussi géniales ensemble si on est dans une rivalité. Enfin, je dirais, en plus, ça a duré plus de 10 ans, en fait, ce compagnonnage artistique. Il y a une seule œuvre de Molière dont la musique n'est pas de Lully. Donc, voilà. Mais par ailleurs, effectivement, Lully, personnage assez infect, probablement caractériel, et dont le sort s'est bien vengé puisqu'il a eu peut-être la mort la plus bête de l'histoire du théâtre. Vous savez, en fait, il s'est donné un coup. À l'époque, en fait, le chef d'orchestre ne battait pas la musique mais avec une sorte de bâton. Et donc, il s'est donné un coup sur le pied. Il s'est probablement fait exploser le doigt de pied et ensuite, il est mort de la gangrène. Donc, voilà. Bon, tous ces aspects participent au mythe du personnage infect, etc. Et un autre grand rival, c'est Corneille. Puisque voilà, l'un excelle dans la comédie, l'autre excelle dans la tragédie. Corneille a renoncé à la comédie, il a quand même fait 8 comédies, Corneille, pour des raisons là aussi de gestion de carrière, parce qu'il considérait qu'il y avait plus d'avenir en se positionnant comme le meilleur auteur dans le genre le plus considéré de l'époque. Et pendant ce temps-là, Molière a donné sa dignité littéraire à la comédie. Donc on a une rivalité, mais aussi une estime mutuelle entre les deux hommes, et même une collaboration, puisqu'il y a une pièce qu'ils ont écrite ensemble, Psyché, c'est une demande du roi, c'est une pièce absolument colossale que Molière ne pouvait absolument pas réaliser dans le temps imparti, et donc il a fait appel à Corneille, le grand rival, pour versifier, en fait pour finir la pièce à partir du canevas qu'il avait inventé. Et Lully, de la même façon et pour les mêmes raisons, a fait appel lui aussi à Quinault pour finir la partition musicale qu'il n'avait pas le temps de terminer. Donc je pense que voilà, cette rivalité, c'est aussi une estime mutuelle, puisqu'on ne confie pas une œuvre aussi importante à un auteur pour lequel on a du mépris. Même si Corneille n'a jamais édité cette œuvre dans ses œuvres complètes, alors que Molière, oui. Bon, ça fait réfléchir. Enfin, voilà, c'est une façon de répondre à différents endroits de la question, mais voilà, si on résume, en gros, et puis évidemment, la troisième catégorie d'ennemis, après les comédiens, les auteurs et le clergé, il y a évidemment les médecins, forcément. Sauf que Molière, et ça c'est peut-être le côté le plus génial de Molière, dans sa dernière pièce, celle dont il est mort, il joue donc Argan, le malade imaginaire, et Argan dit à un moment à son interlocuteur, qui lui dit voilà, vous m'avez l'air de bien mauvaise humeur, la mélancolie vous gagne, je vous conseille de lire quelques petites comédies de Molière pour vous égayer. Et l'autre rentre dans une fureur totale, et il dit mais ce Molière qui dit tant de mal des médecins, je vous préconise de lui donner aucun remède quand il sera malade. Et il dit sur scène, donc Molière lui-même interprète un personnage qui dit qu'il crève, ce Molière, qu'il crève et qu'on ne lui donne aucun secours. Donc il y a une auto-ironie, et là voilà, pour le spectateur de l'époque, c'est absolument génial, parce que lui, il a parfaitement connaissance de l'acrimonie du corps des médecins, qui est une grosse corporation de métier, très puissante, très influente à l'époque, très imbue d'elle-même, et qui va donc, voilà, il va mettre les spectateurs de son côté en reprenant de sa propre bouche une critique extrêmement violente qui lui est adressée. Donc Molière ne cesse de jouer, et on peut même dire, ça c'est la thèse du biographe Georges Forestier, que en fait Molière
à chaque fois qu'il est attaqué, va développer une stratégie de surenchère. Lui, il dit, voilà, il fait le buzz d'une certaine façon, comme on le fait aujourd'hui. C'est-à-dire que plus on le critique, plus ça enfle sa réputation et sa surface médiatique. Et donc, au lieu, on voit très bien que dès la critique de l'école des femmes, taxée d'obscénité en 62, en fait, au lieu de... Il aurait très bien pu apaiser les choses, mais en fait, il a mis de l'huile sur le feu en faisant la critique de l'école des femmes, en rajoutant une couche, en répondant à ces deux facteurs, pour entretenir en fait la cabale. Et ça participe évidemment à sa visibilité, à sa notoriété. Donc voilà, pour vous répondre aussi, Molière est aussi un des principaux artisans de l'acharnement de certaines catégories de la population contre lui, puisqu'il est extrêmement irrévérencieux, il est extrêmement malicieux et courageux aussi d'ailleurs dans sa façon d'affronter, d'aller toujours plus loin dans la critique et finalement donc d'utiliser à son profit en fait les tentatives de déstabilisation qui lui sont adressées. On peut penser que la seule critique qu'il a vraiment touchée, au vu de la réponse qu'il a faite là dont je vous parlais, c'est vraiment cette accusation d'inceste. Avec Armand. Parce qu'en plus là ça a touché à la réputation de sa femme, donc c'est pas simplement lui qui est impliqué. C'est probablement le seul moment vraiment où il a été atteint en fait par une critique. La plupart du temps il prend ça comme un challenge, un défi et il y a une grande capacité de rebond en fait chez Molière. Eh bien écoutez, nous allons remercier Martial encore, et lui dire qu'on est très contents vraiment de sa prestation. Merci pour votre accueil et votre écoute. Je vous ai dit, ils sont parfaits. Oui.